samedi 27, Darwin. Levé à 4 heures pour un décollage à 7 heures, direction Alice Springs. Arrivé vers 9h30, nous louons un 4x4 Nissan Trail et nous prenons la Stuart Highway pour Uluru, 440 km. Arrêt à Curtin Springs pour l'achat d'un pique-nique dans une roadhouse, pompe à essence, camping, boutique, où nous accueille Jim Cottrell, le patron et son célèbre dingo chanteur. Come on, up. Come on. Up, let's go. Enbury Meteorite se trouve à 145 km d'Alice Springs, en plein désert. Nous y accédons par une piste caillouteuse. Nous pouvons y découvrir une douzaine de cratères créés par l'impact d'une météorite qui a frappé la Terre il y a plus de 4000 ans. Cette météorite pesait quelques tonnes et avait une vitesse de 40 000 km/h. Elle se désintégra avant l'impact en de multiples fragments composés de 90% de fer et 8% de nickel. Le plus grand cratère avait une circonférence de 180 mètres et une profondeur de 15 mètres. C'est l'un des plus grands du monde. Les aborigènes en ont gardé le souvenir comme d'un ciel de feu. Ils ne devaient pas boire l'eau de pluie récupérée dans ces cratères. Ils avaient peur d'être mangés par le démon de feu. Également, ils ne devaient pas vivre à moins de 4 km de ce site. Nous retournons vers la Stuart Highway. Nous trouvons sur le bord de la piste de nombreuses courges du désert qui, en principe, ne sont pas comestibles. Sur la route, des train roads et de nombreux kangourous écrasés. À Erlunda, nous prenons la Lasseter Highway pour Uluru. Encore 264 km à parcourir. Route désertique monotone. Quelques vaches qui nous semblent perdues. Nous sommes surpris par de nombreuses mini-tornades du désert.
Ah, dis donc, Là, ouais. c'est mieux. Ah oui, alors là, elle est jolie. T'as vu, ça, Ce spoiler. Là, t'en prends plein ton objectif. C'est super joli. Quand on crache. Allez, go. Uluru, ou Ayers Rock, est un monolithe en grès situé au centre de l'Australie, d'une hauteur de 348 mètres sur une longueur de 3 km. Formé dans la mer peu profonde qui recouvrait le centre de l'Australie, les roches sédimentaires furent ensuite bouleversées par la formation des montagnes. Le monolithe est sacré pour les aborigènes qui y vivent depuis 10 000 ans. Il lui voue un grand respect, l'ascension est vivement déconseillée, le chemin traverse une piste sacrée traditionnelle du temps du rêve. Des tribus Anangu sont des nomades qui parcourent des kilomètres à la recherche d'eau et de nourriture. Uluru n'est pas un lieu de vie, mais de passage et de cérémonie, à la base duquel ils pratiquent des rituels et réalisent des peintures rupestres. On peut voir différentes grottes. Les unes réservées aux hommes, ils y faisaient du feu, préparaient des cérémonies avec des armes de chasse, confectionnées avec des pierres fixées par des tendons de kangourou et de la résine de spinifex, une herbe du bush. D'autres étaient destinées aux femmes et aux enfants. Elles ramassaient de la nourriture dans le bush, des graines, des fruits, confectionnaient des galettes cuites dans la braise. Elles transmettaient leurs connaissances à leurs filles. Les grands-pères se réunissaient dans leurs grottes où femmes et enfants n'avaient pas le droit d'entrer. Ils y éduquaient les adolescents, les initiaient au rite de la chasse et de la pêche et leur transmettaient leur culture du temps du rêve. Le temps du rêve, ou Jukurpa, désigne l'ère qui précède la création de la Terre, une période où tout n'était que spirituel et immatériel. Pour les aborigènes, il n'y a pas de différence entre nature et culture, entre passé et présent. Tout vient du Dream Time, le temps du rêve, et tout y retourne. À travers le temps du rêve, il serait possible de communiquer avec les esprits et de déchiffrer le sens des mauvais présages, maladies et autres infortunes. Nous arrivons à Kanju Gorge, principale source d'Uluru, qui attirait de nombreux animaux, surtout des émeus. Les chasseurs Anangu se cachaient dans les arbres, attaquaient à la lance le dernier émeu pour que le reste du troupeau ne soit pas effrayé et revienne boire ultérieurement. La source étant presque à sec, les Anangu semblant pacifiques en cette belle soirée, nous allons admirer le coucher de soleil sur Uluru. C'est un spectacle fascinant. En effet, le monolithe change de couleur selon la lumière. Il prend des tons ocre-brun, orange, rouge ou noir au fur et à mesure que le soleil se couche. Le parking pour voir le sunset est rempli de touristes. Nous rejoignons notre hôtel au Ayers Rock Resort à Yulara, seul hébergement à 200 km à la ronde, où nous avons réservé un grand studio pour 4 personnes. Dîner
dîner dans le Anguli Grill. Au menu, barramundi, kangourou, émeu et bière de Nouvelle-Zélande, servi par un jeune Français bien sympathique qui lui fait part de ses craintes dans le village où circulent les 7 espèces de serpents parmi les plus dangereux de la planète. Après une courte nuit, nous allons assister au lever de soleil sur Uluru. Les touristes sont moins nombreux que la veille. Nous parcourons un sentier en direction de la grotte de Nukitjulu. C'est la grotte des familles où vivaient les Anangu. Les hommes y apportaient le gibier, kangourou, émeu, et les femmes et les enfants les produits du bush. La nourriture était partagée entre tous les membres de la tribu. Le soir, autour du feu, les anciens racontaient aux enfants leur histoire et peignaient sur les parois. Maintenant encore, ils transmettent toujours leurs légendes fantastiques. Cette source est un lieu sacré. C'est là que demeurent les esprits de la femme python Kuniya et de l'homme serpent venimeux Liru qui se sont affrontés, ce qui a engendré le serpent d'eau appelé Wanampi, qui, de nos jours, vit encore ici et a le pouvoir de contrôler cette précieuse source. Nous arrivons au mont Olga, Katajuta en Anangu. Il s'agit d'un ensemble de 36 dômes de grès rouge sur une superficie de 35 km². Le mont Olga domine la plaine de 548 mètres. Les Olgas font partie du même ensemble géologique qu'Ayers Rock. La majeure partie de la masse rocheuse est enfouie sous la surface du désert. Ces roches sédimentaires sont parmi les plus anciennes du monde. Le parc national d'Uluru-Katajuta est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il abrite 25 espèces de mammifères, 74 de reptiles, 178 d'oiseaux et 4 de grenouilles. Les sites sacrés d'Uluru et de Katajuta ont une grande importance religieuse et cérémonielle pour les 4000 aborigènes Anangu qui vivent dans des petites communautés éparses sur leur territoire nommé Petermann Reserve. Katajuta signifie beaucoup de têtes. Ces rochers seraient des géants pétrifiés. Il ne faut pas s'écarter du sentier de randonnée appelé Vallée des Vents. Le site est un lieu du Djukarpa, temps du rêve, appartenant à la mythologie masculine des Anangu, strictement interdit aux femmes et aux non-aborigènes. Petite halte à Kurting Spring, une oasis au milieu du désert, pour un léger repas, soupe et hamburger, et pour faire le plein du 4x4. En face, un coup d'œil sur le mont Connor. Puis nous reprenons la route pour Kings Canyon, à 165 km. Vaste plaine rouge désertique avec des touffes de spinifex, herbe du désert, et toujours des cadavres de kangourous sur la route. Par endroits, quelques casarinas, genre de conifères préhistoriques dont les aiguilles longues et minces permettent leur survie sous le soleil ardent. En fin d'après-midi, nous arrivons au parc national de Watarka, Kings Canyon en Australie, à 323 km d'Alice Springs.
Les premiers habitants de la région étaient des aborigènes nommés Luritja. Ils ont appelé ce site Watarka en raison des nombreux acacias à fleurs jaunes, genre mimosa, que l'on y rencontre. Nous prenons le sentier qui longe le lit de la rivière, au pied des falaises, au milieu des eucalyptus au tronc blanc, appelés gommiers fantômes. Les aborigènes savent en extraire la gomme résine, qui est un antiseptique puissant. Trempée dans l'eau, elle forme un film souple à appliquer sur la peau. Donc, pas besoin d'aller à la pharmacie pour acheter des pansements. Dans les racines, ils cherchent des larves, genre de gros vers blancs, qu'ils dégustent crus. Soi-disant, ils ont un goût d'amande. D'autres eucalyptus, dits gommiers à cidre, ont leur utilité. Les aborigènes y percent un trou pour obtenir du latex, jus sucré, au goût proche des sodas. Ils se servent aussi des graines d'eucalyptus pour faire de la farine afin de préparer du pain. Le sentier se termine par une plateforme panoramique d'où l'on peut admirer les parois abruptes du canyon. Autrefois, seuls les hommes initiés pouvaient remonter le torrent depuis là. Maintenant, il est spécifié qu'aucun accès au sommet n'existe pour les touristes. Le soleil se couche sur le canyon qui passe par toutes les nuances de rouge. Il prend une toute autre dimension. Nous rejoignons Kings Canyon Resort, un complexe camping-hôtel en pleine brousse. Trop tard pour faire le plein à la station-service, la supérette est fermée. Nous allons tester l'hébergement style routard australien. Les habitués utilisent le local cuisine commun aux chambres qui comporte un minimum de matériel. Mais, en bon français, nous préférons le self-service. Au petit matin, nous sommes réveillés par les cacatoès et les magpies. Nous partons pour la randonnée Kings Canyon Rim Walk. Au début de la promenade, un chemin appelé la montée des infarctus en raison de la difficulté à grimper conduit au sommet du canyon. Kings Canyon est une région géologiquement intéressante. Il y a 440 millions d'années, dans une mer peu profonde qui recouvrait une partie de l'Australie, sables et vases se sont agglomérés, ont formé des dunes qui petit à petit se sont transformées en un plateau de roches sédimentaires. Ultérieurement, des fractures ont disloqué ce plateau. L'érosion du vent et le ruissellement des pluies ont formé des blocs qui ont constitué de multiples dômes. Nous nous retrouvons dans un labyrinthe d'étranges monticules rocheux érodés en forme de ruches, de huttes ou de tours, selon l'imagination du moment. Ces vaguelettes pétrifiées sont la preuve de l'existence d'étendues d'eau au sommet du canyon. Nous arrivons au bord du ravin aux parois rouges et pastel, atteignant une profondeur de 200 mètres. Une montée assez rapide nous mène à la Lost Valley, mais la vue au-dessus du précipice sur le jardin d'Éden, avec palmiers et cycas au fond du canyon, est saisissante. Des ponts et de nombreux escaliers aménagés nous en facilitent l'accès. Des roches nous surplombent. C'est assez impressionnant. Le jardin d'Éden bénéficie d'un microclimat qui a permis la survie de nombreuses espèces de plantes depuis 45 millions d'années. On trouve notamment des cycas du désert, Macrosamia macdonelli, plantes entre le palmier et la fougère à croissance très lente. Des scientifiques estiment que certains ont plus de 400 ans. Il paraît que les dinosaures en étaient friands. Les nardous, variété de Marsilea drummondi, ce sont des trèfles à 4 feuilles qui prospèrent dans les zones humides mais qui sont toxiques. Elles détruisent les vitamines B1.
de nombreux eucalyptus. C'est aussi le refuge de nombreux oiseaux très colorés, comme des méridions splendides, des dicées hirondelles et des guêpiers arc-en-ciel. Nous remontons sur le plateau, surplombons le Billabong, traversons un vallon asséché que certains surnomment la cité perdue, sous l'œil vif d'un pigeon spinifex qui se confond avec le sol désertique. Nous longeons l'autre rive du canyon. Des eucalyptus s'accommodent très bien du sol très rocailleux. De nouveau, de superbes Macrozamia macdonnelli et bien sûr des rochers érodés qui nous évoquent des châteaux forts. Dans la descente du retour, des touffes de spinifex, une autre variété d'eucalyptus utilisée chez nous par les fleuristes. Enfin, arrivé sur le parking, un Australien nous présente ses mollets tatoués. Nous reprenons la route pour Alice Springs, 392 km, dont 300 de pistes, sur la Mereney Loop, puis la Larapinta Drive. Un permis est nécessaire pour l'emprunter. La piste est large comme une route nationale, mais c'est tantôt du caillou, tantôt du sable. Il est important de prendre à boire et à manger, car on ne trouve rien sur 225 km. Cette piste n'est pas difficile en période sèche, mais c'est un cauchemar en temps de pluie. Elle est alors impraticable et reste souvent fermée de novembre à mars. Sur les bas-côtés restent des épaves de voitures accidentées, des carcasses d'animaux, des arbres où pendent des haillons et des pneus qui nous invitent à la prudence. Nous longeons les McDonnell Range, chaîne de montagnes vieille de 800 millions d'années, longue de 644 km. Le mont Sonder culmine à 1380 mètres. Nous continuons la piste. Un arrêt technique. Quelques fleurs égayent le paysage aride. Des dromadaires sauvages se baladent. Plus d'1 million vivent dans le bush. Il y a peu de circulation. Nous n'avons croisé que 3 véhicules sur ce long parcours. Nous approchons de Hermannsburg. Nous découvrons la maison d'Albert Natmadjura, célèbre peintre aborigène, né en 1902, mondialement connu pour ses aquarelles de paysages australiens. Hermannsburg, un village de 559 habitants. Nous voyons quelques maisons d'aborigènes, une station-service avec une épicerie locale. Pas très accueillante. C'est un peu la désolation. Une mission luthérienne s'est implantée en 1877. En 1982, elle a été cédée aux aborigènes.
fin d'après-midi, nous visitons avec audio guide Alice Springs Desert Park, 1300 hectares, qui rassemble toute la faune et la flore du centre de l'Australie. Et il y a des petites fourmis noires. Marche tout doucement. Mais ça peut courir. Hein. Alice Springs, ville de 22 000 habitants au centre de l'Australie, en plein désert, est la seule localité d'une certaine importance à 1 millier de kilomètres à la ronde. Elle est traversée par la chaîne de montagnes, les McDonald Range et la rivière Todd, que nous trouvons complètement asséchée en cette saison. L'alcool y est prohibé pour limiter la consommation par les aborigènes désœuvrés. Notre hôtel, l'Aurora Spring, est situé en bordure de la rivière. Alice Springs est en partie alimentée en énergie électrique par une centrale solaire de 600 MW. Elle est le siège des Fly Doctors, médecins volants qui assurent un soutien médical pour les habitants du bush. Leurs 4 avions sont équipés de technologies dignes d'un hôpital de ville. Nous passons la soirée au Bajancle. Dîner sympa dans une ambiance saloon. Au menu, encore du crocodile, de l'émeu et du kangourou. Décor très chargé et parfois kitsch, avec motos, squelettes, animaux empaillés, peaux de bêtes sauvages, matériel de mine d'or. Au plafond, peau de crocodile impressionnante. À Alice Springs, 17% de la population est aborigène, environ 4000, mais la majorité n'a aucun désir de s'intégrer au système des Blancs. La seule vraie religion des Blancs, le travail, n'est pas la leur. Certains ont préféré retourner sur leur terre dans les profondeurs des bush.
Une faible minorité d'aborigènes citadins gagnent aujourd'hui leur vie en présentant leur art et leur culture. Ils vendent leurs peintures et font ainsi revivre leur mythologie sans trop en dévoiler afin de ne pas froisser leur peuple. Depuis 1970, ils utilisent la technique de la peinture à point avec les couleurs jaune, brun, rouge, noir et blanc, couleurs traditionnelles de leur cérémonie. Aujourd'hui, ils ont un drapeau, noir, rouge et jaune, qui signifie qu'ils sont noirs sur une terre rouge sous le soleil.